Bienvenue sur ce podcast de l'école du recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir. L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement au quotidien. Que vous soyez recruteur, professionnel, on vous écoute. Et puis vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews, que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école du recrutement. Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours. Guillaume Alexandre, je pense que... Bonjour Guillaume. Il n'y a pas grand-chose à présenter. Je pense qui ne connaît pas dans le recrutement et le sourcing Guillaume Alexandre, finaliste SourceCon, un Français émigré en Suisse. Comment je pourrais te présenter après un des spécialistes français du sourcing, dont le compte Twitter s'appelle Mister Sourcing. Monsieur Sourcing. Monsieur Sourcing, pardon. MR_Sourcing. Voilà, c'est ça. Guillaume, si je devais commencer par une question, je me suis posé longtemps la question avec laquelle j'allais commencer avec toi. Qu'est-ce que tu aimes dans le recrutement, toi? Parce que c'est quand même tu fais partie des dinosaures finalement, quand ça fait une dizaine d'années que tu es dans le recrutement. C'est pire que ça, je sais faire que ça dans ma vie. J'ai commencé en 2004, j'étais chasseur de tête en costume, cravate et tout ça, à recruter le DRH de l'International Herald Tribune à 22 ans, je savais rien faire, c'était n'importe quoi. Mais c'était cool, ouais, à monter des scénarios de chasse au tout début de LinkedIn, etc. Donc non, je suis le diplodocus du recrutement, moi un peu, ouais, j'ai vécu tout ça depuis le début et un pauvre geek dans l'âme depuis ma jeunesse. Donc dès qu'on m'a mis des outils pour accélérer. Bon, on n'a pas besoin de me mettre en fait. Dès que j'ai trouvé des outils pour accélérer et me simplifier la vie, je me la suis vite simplifiée parce que j'aimais pas en fait faire des scénarios de chasse, quoi, tout simplement, je pense. Tu faisais quoi comme scénario à l'époque? Mon Dieu. À l'Antiquité. Bonjour, je suis un pauvre petit étudiant, je dois envoyer ça au product manager machin, mais comme ça coûte très cher, il me faut absolument leur nom pour leur envoyer des invitations personnalisées à telle conférence. Enfin, c'était à l'ancienne, Et quoi. ça marchait. Bah ouais. Et puis un jour, il a commencé à avoir le je suis désolé, je suis la pauvre réceptionniste et j'ai interdiction de donner des noms. Et puis moi déjà en parallèle, je commençais déjà à avoir clairement LinkedIn et à dire mais en fait j'ai déjà des noms. Et donc en fait on me disait au standard, ah mais si vous n'avez pas le nom, vous pouvez pas rentrer. Et donc en fait je trouvais n'importe quel nom, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de noms, mais je trouvais n'importe quel nom, je passais à la personne en disant, ah, je pense qu'ils m'ont mal transféré, je voulais parler en fait au product manager qui s'occupe de ça. Et en interne directement on me transférait et on me disait, ah bah il est à l'extension 602. Donc je prenais le numéro de téléphone, je faisais 602 à la fin et roulais jeunesse, voilà. Mais c'était tout au bureau, enfin c'était... quand je vois la différence de reach, d'atteinte, de capacité de récupérer de l'information, du nombre de personnes qu'on peut contacter, de quelle manière les informations qu'on a. Enfin, c'est deux métiers qui n'ont plus rien à voir, quoi. Tu préfères avant ou maintenant alors? Ah, moi, je m'éclate maintenant. J'adore mon métier, quoi. J'adore vraiment démarrer, être souvent face à un hiring manager qui sait à peu près ce qu'il veut, c'est-à-dire qui part avec une liste au Père Noël qui correspond pas vraiment à la réalité de ses besoins, ni à la réalité de son entreprise, ni à la réalité du marché. À le challenger, aller chercher des gens, trouver cette petite excitation de se dire ouais, celui-là, je pense qu'il est bon. Travailler avec eux, engager, discuter avec des gens. Ouais, avec le temps, je pense que le truc qui m'embête le plus, c'est que j'aime tout le monde en fait et je suis incapable de faire un choix. C'est-à-dire que si on me demandait d'être recruteur, c'est-à-dire de recevoir 3 personnes en entretien qui sont bien et de devoir choisir, j'aurais vraiment du mal. Donc mon job de sourceur me va parfaitement parce que je dis voilà des personnes qui savent faire le job, qui sont bien, que j'aime bien. Après à vous de choisir, quoi. J'aime pas choisir. T'aimes pas les entretiens, t'aimes pas toute la partie évaluation, quoi. C'est pas que j'aime pas, ça me dérange pas. Je l'ai fait moult, j'ai envie de dire. Mais en fait, qui suis-je pour décider de l'avenir de quelqu'un? Surtout quand on est externe ou à moitié interne. Enfin, pour moi, c'est le hiring manager de décider qui il a envie d'avoir. C'est pas vraiment. Enfin, c'est pas moi qui vais bosser avec lui tous les jours. Puis je sais pas, c'est jouer avec la vie des gens quand même, parce que tu les fais. Enfin, moi, je suis en Suisse, donc souvent c'est de l'import aussi quand même. C'est pas que des gens locaux. Donc tu fais changer de vie, tu fais déménager, tu fais partir, tu fais tout ça pour trouver des environnements que soyons clairs, en tant que recruteur, tu contrôles pas. Tu sais pas s'ils vont être vraiment heureux. C'est pas parce que tu es parti avec un pitch de départ que tu sais si les gens vont être heureux ou pas. Donc c'est une énorme responsabilité le recrutement. Est-ce que j'aimerais l'avoir? En fait, je l'ai pas et je suis ravi, quoi. Moi, laissez-moi dans mes outils trouver des gens, contacter des gens, engager avec des gens. Le côté, j'adore les deux parties de mon métier, que ce soit la partie tech entre guillemets, geek, data, de trouver, d'identifier des gens, et la partie engagement, écrire des messages, discuter avec des gens.
Ouais, monter la barre tous les jours et tout ça, ça m'éclate. La partie d'après, c'est pas ce qui me passionne. Ce qui veut dire que tu es un vrai sourceur, un pur sourceur. Et Ouais. je Je me transforme retrouve- des gens en candidats et les recruteurs transforment des candidats en employés. C'est ça. Je me retrouve pas mal dans ce que tu disais parce que moi, pour le peu que j'ai fait de recrutement, parce que j'ai pas fait tant de recrutement que ça, j'en ai fait 1 an. J'avais le même problème, le même sentiment que toi, qui était que je me sentais moi-même gêné par le fait de décider entre guillemets la vie et la mort de quelqu'un. L'entretien, c'était quelque chose qui moi, ouais, c'était pas naturel pour moi. Et puis c'est même pas une configuration naturelle pour un humain en vrai. Jamais dans la vraie vie tu fais un entretien avec quelqu'un, ça n'existe C'est pas. ça. Et puis le pire, c'est que tu t'aperçois que les décisions sont basées, soyons réels, soyons clairs, sur énormément de biais. Moi qui passe ma vie à essayer de les enlever et à faire de la diversity, de l'inclusion, de rajouter des choses et tout ça, les entretiens sont clafis de biais. Ça se joue très souvent dans les premières minutes à est-ce que j'ai serré la main de la personne et est-ce que j'ai eu un bon feeling. Et donc si j'ai eu un bon feeling, je vais lui poser des questions faciles et après je dis oh, j'ai adoré ce candidat et le candidat avec lequel j'ai moins serré la main. Enfin, en fait, moi j'ai un vrai problème avec un truc très simple. C'est pas parce qu'on est un bon candidat qu'on est un bon employé et c'est pas parce qu'on est un mauvais candidat qu'on est un mauvais employé. Et j'arrive pas. Je pense en entretien, alors peut-être que j'en ai pas assez fait, et j'arrête pas de rencontrer des gens qui se disent qu'ils sont super bons en entretien, donc je leur laisse faire surtout. Moi, j'arrive pas à prédire est-ce que la personne va être un bon employé par rapport à savoir s'il a été un bon candidat ou pas. Voilà. Après, j'ai un feeling avec un humain, j'ai un truc comme ça, mais c'est pas parce que y a des gens avec qui j'ai zéro feeling à titre personnel que je présente qui cartonnent avec le manager parce qu'ils se comprennent, parce qu'on a des personnalités différentes. Parce que si je devais recruter que des gens que j'apprécie, ça voudrait dire que je recruterais que des gens avec qui j'ai un lien émotionnel. Donc que des gens avec qui quelque part je me retrouve. Donc peut-être plus des gens qui ont un côté marketing, puisque ce que je fais est plus à l'arrivée du marketing que même ce que je fais dans les RH, mais c'est plus du marketing qu'autre chose. J'accroche moins avec un comptable. J'adore les comptables, tout ça, mais voilà, on va garder les compétences là où elles sont et qui parlent entre comptables, quoi. Ton propos, il est universel ou individuel? C'est-à-dire, est-ce que tu te dis, moi, à titre personnel, j'ai pas envie de faire de recrutement et je pense que c'est plutôt l'opérationnel qui doit le faire? Ou est-ce que tu te dis, au fond de toi-même, en fait, on devrait organiser la fonction et faire en sorte qu'il y ait plutôt que des sourceurs et que l'entretien soit confié toujours à l'opérationnel? Je crois que ça, j'ai déjà arrêté de me poser des questions et j'ai la chance d'être, de mettre en place. En fait, c'est clair, le modèle sourceur, recruteur, hiring manager, avec mise en place, avec inclure le hiring manager dans les process au maximum, ça marche. Ça marche, les gens restent plus longtemps, on diminue les temps de recrutement, les time to hire diminuent, tout fonctionne. Les managers, justement, vu qu'on leur montre la data avant même d'engager avec les gens. Ouais, oui, mais tu vois de plus en plus de sourceurs qui demandent à participer aussi aux entretiens. Donc la limite entre les deux, elle devient de plus en plus floue au final. Mais parce qu'il faut arrêter, je pense, de voir le sourcing comme je ponds du CV sur une CV Tech, quoi. Moi, je fais pas ça. En fait, le problème, c'est que si on revient dans l'histoire, et je vais pas m'énerver, ça sert à rien, le chargé de recherche, déjà rien que le mot chargé, le pauvre, il a un sac à dos. Le chargé de recherche n'est que l'esclave du consultant, et peut-être un jour, si tu es bien, tu pourras monter consultant en recrutement parce que c'est tellement la classe. Je vais être très politiquement incorrect. Pour moi, l'entretien du consultant en recrutement n'a aucun intérêt. Parce qu'il y a autant de culture, ce qu'on recherche c'est du culture fit, qu'il y a autant de culture dans une entreprise qu'il y a d'équipes dans une entreprise. Donc qu'à part le hiring manager ou potentiellement le recruteur interne qui connaît très bien les gens parce qu'il mange à la cantine avec eux, on n'est pas capable de faire de l'assessment de culture réellement. En tout cas, moi, je le vois comme ça, et que ce que recherche un recruteur interne ou ce que recherche un hiring manager, c'est pas qu'on fasse la cuisine pour lui, c'est qu'on lui trouve les bons ingrédients. Quand il a les bons ingrédients face à lui, il est parfaitement capable de cuisiner. Ce qui pose problème en recrutement, c'est que je peux être le meilleur cuisinier du monde, si tu me donnes 2 carottes qui font pas une belle tête, je vais pas te sortir un faux filet, quoi. Parce que je pars avec 2 carottes. Trouvons les bons ingrédients et laissons les gens qui aiment faire la cuisine la faire. Et ils savent très bien le faire. De plus en plus, encore une fois, je suis désolé, c'est politiquement incorrect, mais même la place du recruteur, le hiring manager, le lien direct avec le hiring manager, moi je travaille avec des clients, le recruteur, on discute au départ avec le hiring manager, j'identifie, le hiring manager ensuite, par rapport aux gens que j'ai identifiés, sélectionne, avant même que j'ai contacté les gens qui voudraient potentiellement voir un entretien, je contacte ces gens et je lui dis voilà tout ce qu'ils ont répondu. Donc je sais avant même de contacter les gens qui vont avoir un café avec le hiring En manager. direct du coup, sans passer par le recruteur. Je vois bien où tu veux en venir. En direct.
Voilà. Et on fait passer juste par le recruteur pour genre une validation RH et tout ça, mais on est plus dans le process que dans le choix. On est en direct entre le decision maker, qui est le hiring manager, et le provider d'ingrédients, entre guillemets, qui est le sourceur. Donc si on repasse, le métier est ultra gratifiant pour moi. Je m'éclate et j'ai pas envie de plus. Et je pense qu'il est juste... La façon dont moi je le fais est très différente de ce que j'ai pu connaître au tout début de ma carrière, qui était le chargé de recherche avec le consultant en recrutement qui n'était qu'en dessous, quoi. Si tu devais changer quelque chose dans le métier, parce que toi, tu as une vision assez, voilà, tu as beaucoup de recul et tu es politiquement incorrect, ça c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Si tu devais changer quelque chose dans le métier aujourd'hui, tu changerais quoi? Bonne question. Je sais pas si j'ai des velléités. En fait, ouais, l'emprise des RH, en fait. Je pense que pour moi, un RH s'occupe de la famille. C'est-à-dire qu'un sourceur transforme les gens en candidats, un recruteur transforme les candidats en employés, l'onboarding fait d'un employé à un membre de la famille, et le RH s'occupe des membres de la famille. Donc, ce sont des gens qui regardent ce qui se passe à l'interne de leurs entreprises, qui s'occupent de ce qui se passe, du bien-être en entreprise, de la paye, de l'administration du personnel, de l'évolution en interne, de tout ça. Ils regardent à l'intérieur. Nous, on est deux pieds complètement à l'extérieur et pourtant, quelque part, on fait partie de la même organisation. Tout le monde a un intérêt, tout le monde est ultra important dans le truc, mais je sais pas vraiment. En fait, plus ça va et plus j'ai la vision avec vraiment les deux pieds en externe et avec juste un pied en interne pour savoir quels sont les besoins, plus j'ai des difficultés quelque part à discuter avec des gens de RH qui, eux, vont commencer à parler de choses qui ne concernent que l'écosystème interne de l'entreprise. Parce que je m'accroche que très peu à cet écosystème interne, en fait, à l'arrivée. J'ai vraiment les deux pieds dehors et je fais matcher l'externe avec l'interne. T'as parlé d'emprise en parlant de RH, c'est un mot qui est fort. Elle vient d'où selon toi l'emprise? Je pense que c'est juste historique. En fait, le truc, c'est que le recrutement, avant, pour avoir des candidats, il suffisait de passer une annonce, tu avais des candidats, et donc tu étais toi le RH tout-puissant qui devait choisir le pauvre candidat qui arrivait. Ce temps est révolu, ou en tout cas ça dépend des industries, hein. Il y a encore des industries pour lesquelles ça marche, et plus ça va, ou en tout cas il y a de plus en plus de gens qui ont des soucis, et donc on a besoin de nous pour aller chercher à l'externe. Pourquoi il y a cette emprise? Parce qu'on leur reporte, tout simplement. Je dis pas qu'il faut pas leur reporter, mais voilà, tu as discuté avec Damien de chez Itch qui disait qu'il reportait directement avec au CTO. Ah, je trouve ça top, quoi. Je trouve ça juste top et ça fait avancer les choses. Moi, je n'ai aucune compétence RH. J'ai eu beau avoir fait une école de commerce avec une spécialité RH. Demande-moi de faire du comp and ben, demande-moi de faire des choses qui concernent l'administration du personnel, les choses RH qu'on demande dans les formats RH, les brevets RH, les trucs. Je suis fichtrement incapable de le faire. Mais moi, dans la même pièce avec des gens du marketing, on s'entend, on s'éclate, on parle du même truc, on utilise les mêmes outils, on réfléchit de la même manière. Pourquoi est-ce que je reporte pas? Pourquoi est-ce que l'employer brand reporte souvent au marketing, des fois même pas forcément au RH? Et pourquoi nous, on travaille pas avec eux? Pourquoi on reporte de cette manière-là? Parce que historiquement, ça a été fait comme ça. Et que voilà, le recrutement appartenait au RH, puis le recrutement grandit, on met du sourcing, donc on va le laisser au RH, parce que quand on a quelque chose dans une boîte, on va pas le lâcher non plus. Mais révolutionner tout, ça prend du temps, quoi. Ça, je pense que c'est une histoire de temps, c'est une histoire d'évolution, et c'est avec des quick wins et des modèles qui fonctionnent que les choses vont avancer dans le futur. De se dire que tiens, chez Itch, ça marche, par exemple, qu'il y a d'autres endroits où ça marche, et il y a peut-être des sociétés peut-être plus grandes où ils vont dire, bah effectivement, je suis en RH, et le recrutement, c'est pas mon truc, parce que c'est souvent pas le truc. Je dis pas que c'est la majeure partie du temps, je dis souvent, c'est pas le truc des RH de s'occuper du recrutement. Et si on sortait le recrutement des RH et qu'on disait, vous nous reportez en dotted line, mais en parallèle, vous allez directement avec le marketing parce qu'on parle aux gens, quoi. Parce qu'on a la marque, on a que la marque employeur ou la marque produit ou la marque recruteur ou tout ça, on peut peut-être commencer à réfléchir ensemble. On a des targets différentes, mais à l'arrivée, c'est une identité d'entreprise, quoi. Tu me disais ce matin que... Alors, c'est marrant parce que je me suis posé la question hier soir de est-ce que le recrutement devrait aller au marketing? Parce qu'en fait, je suis actuellement dans des débats là sur ce sujet-là. Et je sais pas, ça m'est venu hier soir et je me suis dit, c'est peut-être bête comme idée. Et je me suis pas reposé la question, mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça me... Pour moi, ça devrait pas forcément aller au marketing. Il devrait se créer quelque chose que moi j'appelle People Attraction. Indépendant. Qui est indépendant et qui regroupe... Et qui reporte à qui? Ça, je sais pas, parce que ce serait juste un VP, que ce soit un RH ou marketing, ça changerait rien. Mais qui regrouperait la partie aussi bien campus management que la partie employer branding, que la partie sourcing. Tu me disais ce matin que l'entreprise avec qui tu fais tu travailles 3 jours par semaine, qu'elle partageait tes vues sur le recrutement. Est-ce qu'elle les partage jusqu'à ce niveau-là? On est encore sous People and Culture, et donc c'est l'équivalent RH, et on appartient à la partie Talent Acquisition,
officiellement, mais le sourcing est une entité qui est détachée, qui reporte au Global TA Manager, mais qui a une vocation à être transverse pour travailler avec, pas en dessous, mais en partenariat total avec la partie Talent Acquisition. C'est-à-dire que Talent Acquisition s'occupe des hiring managers, s'occupe des stakeholders internes, je suis désolé, je fais beaucoup d'anglicisme, mais s'occupe des gens en interne et s'occupe des besoins, de comprendre les besoins et de gérer les processus de recrutement. Et nous, on a en charge de venir apporter les ingrédients qui vont pouvoir cuisiner. On a les cuisiniers, et nous, on apporte les ingrédients. Et donc, on travaille ensemble comme le fournisseur. Même question que j'ai posée à Damien, à ton avis, elle vient d'où cette conscience? Qu'est-ce qui fait que dans cette boîte-là, ça se passe un peu différemment par rapport aux autres? Parce que le processus de transformation est juste gigantesque. Je pense que c'est la plus grosse transformation business mondiale, mais peut-être de l'histoire. C'est pas un secret, hein. Je travaille en parallèle donc chez Philip Morris, qui a comme objectif d'arrêter de faire ce qu'on appelle des conventional cigarettes, et qui part sur des produits, des reduced risk products, donc des produits moins risqués, ce qui veut dire que c'est un chiffre total, passer d'une boîte de 80 000 personnes qui fait de la vente de tabac B2B à une société qui est extrêmement digitale, très tech data driven, qui travaille sur des projets IoT et avec énormément de science et avec des milliards investis en science qui est au centre de tout ça. C'est un changement de mindset total sur une société de 80 000 personnes. Donc ce sont que des postes qu'ils n'ont jamais fait, que des postes qui sont très souvent extrêmement difficiles à chercher, hein. C'est juste, en ce moment, je cherche quand même des PhD en biomédical avec un MBA en finance. Si quelqu'un a déjà fait 7 ans d'expérience, 7 ans d'études dans un lab pour ensuite se dire tiens, je vais aller faire un MBA en finance, surtout qu'il me contacte, pour faire le lien justement entre cette partie finance et cette partie science. Enfin, et des centaines de postes comme ça qui sont tous des moutons à 5 pattes, des licornes, et on les appelle comme on veut. Mais on a quasiment que ça sur des métiers qui n'ont jamais été faits dans l'entreprise. L'équipe digitale, il y a 3 ans, c'était genre 4-5 personnes. Là, c'est déjà plusieurs centaines et ça va monter encore. Donc, c'est juste gigantesque. Donc ce sont des gens qui vont jamais penser à PMI comme étant un employeur de choix, qui vont pas venir postuler en direct. Donc, il faut aller chercher. Donc, quand il faut aller chercher, tadadam, on est là, quoi. C'est marrant, ça me rappelle la claque de Mohamed. Donc, alors, la claque, c'est une conférence, c'est pas une claque physique, où il a étudié les entreprises les plus controversées, comment elles sourçaient. Donc il y avait Jackie et Michel, il y avait Bayer, il y avait Monsanto. Je sais pas si c'est Bayer en même boîte, Bayer, Monsanto. Bref, je veux offenser personne. Bref, des boîtes qui d'habitude sont controversées. Je pense que Philip Morris, ça en fait partie. Moi, bon, à titre personnel, profondément, je suis opposé à ce genre d'entreprise. Et comme tu as je pense que les entreprises qui ont des gens comme ça, qui sont très opposés, elles sont obligées de faire les choses mieux, en fait. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui fait que Je sais pas, je dis juste que la transformation qui est en train d'avoir lieu est gigantesque. C'est un fait, il y a des millions de fumeurs. C'est un fait, les produits qui sont en train de sortir, c'est prouvé partout, sont des meilleures alternatives. La meilleure alternative étant toujours d'arrêter de fumer, on est bien d'accord. L'objectif, c'est est-ce que vous avez envie de participer? Moi, je travaille énormément sur le why. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Quel est l'objectif d'une société? Pourquoi je me lève le matin? J'ai la chance de travailler en parallèle, entre autres avec cette société où le why il est très clair. Et donc on a une mission à vendre et tout le monde en interne, et clairement je le vis au quotidien, est drivé par cette mission. Et donc il y a une mission. Voilà. Après qu'on soit d'accord ou pas avec la mission, c'est le choix de chacun. C'est là que je voulais en venir. Ouais. C'est-à-dire, je pense que quand tu as un truc qui est aussi clair, ouais. Tu vois, c'est vraiment limpide. Tu peux pas hésiter à rejoindre ce genre d'entreprise. Est-ce que tu le ressens toi, dans le sourcing? Est-ce que c'est plus facile? C'est plus dur? Est-ce que c'est... C'est un gros travail qu'on a fait et qu'on est en train de faire en interne sur et il y a toute une nouvelle branche d'employer branding qui est en train d'être mise en place où on travaille avec eux justement sur le yes but wait. Oui, on arrive d'un truc de tabac, mais en fait expliquer la transformation. Les gens ne sont pas au courant de cette transformation parce qu'elle n'est pas forcément visible. Elle va être visible au Japon, elle va être extrêmement visible dans des pays comme le Japon ou dans certains pays d'Asie du Sud-Est qui ont déjà switché vers IQOS pas mal. C'est beaucoup moins visible en Europe, parce que c'est des marchés qui sont régulés. Donc on est la voie de cette transformation, quelque part, et donc d'apporter ce message à un vrai... en tant que sourceur, on travaille beaucoup sur ce message, sur dire, OK, on est Philip Morris, mais voilà où on va, on sait d'où on vient, OK, on l'assume, en tout cas, il l'assume. Mais en tout cas, c'est clair et net, la décision a été prise, et moi, je le vois en interne. Ça transpire tous les pores de la peau de la société. L'investissement, le drive, la transformation, c'est au quotidien pour tout le monde, avec des équipes qui aident au changement, avec tout ça, tout est mis en place. Et c'est du milliard investi. C'est l'avantage aussi d'être dans une boîte qui fait beaucoup de chiffres d'affaires, et beaucoup de bénéfices. C'est que
C'est que les moyens sont vraiment mis. Et c'est pas juste c'est pas juste une façade. Et encore une fois, c'est pas pour parler d'eux pendant 1000 ans, mais c'est pas juste une façade. C'est englué dans l'ADN actuel de la boîte. Et donc nous, notre objectif, c'est d'expliquer voilà ce qui se passe en interne. Vous en savez rien, mais en fait voilà ce qui se passe. Et on a vraiment besoin des gens parce que tout va passer par les gens, hein, soyons clairs. On a vraiment besoin des gens pour faire ça. Si moi je peux participer à ça, franchement, c'est une super aventure. Pour les gens qui écoutent, s'ils devaient que tu avais un conseil à donner, imagine demain, je veux monter une. Ok, je t'ai entendu, je me suis dit, ah, c'est quand même intéressant d'avoir des vrais sourceurs, des gens qui soient sourceurs à plein temps. Je veux dans ma boîte monter une équipe de sourceurs. Tu commencerais par quoi? Je commencerai par venir l'année prochaine à SourceCon à Amsterdam parce qu'on va normalement on va open sourcer tout le modèle qu'on est en train de mettre en place. C'est-à-dire qu'on va juste expliquer tout ce qu'on est en train de faire, comment on le fait, comment on l'a fait et comment tout ça. J'ai obtenu les accords sans aucun problème d'open sourcer tout ce qu'on fait. Donc on va le dire. On est en train de le faire, donc déjà il faut laisser le temps au temps parce que on parle en mois là pour l'instant. Donc on est en train de mettre des choses en place et on va en parler. Sinon, c'est assez simple. Convertir les gens en candidats, convertir les candidats en employés, qui s'occupent de quoi, qui commence où, qui s'arrête où, savoir travailler ensemble, j'ai envie de dire refiler le bébé au bon moment, avec une bonne transition, expérience candidat, penser aux autres en fait, arrêter de penser à soi, partir d'une feuille blanche. J'aime bien l'expression refiler le bébé au bon moment, Ouais. qui est dur à dire, refiler le bébé au bon moment. Tu fais comment toi pour identifier le moment où il faut filer le bébé? C'est extrêmement simple. À partir de la personne m'a dit oui, effectivement, ce poste m'intéresse, qu'on a discuté ensemble, qu'on a fait un pre-screening et que la personne a envie d'être candidate, c'est-à-dire a envie d'avancer dans le process et a envie de rencontrer le manager et a envie de rencontrer potentiellement la personne du recrutement. Moi, je lui dis ok, pas de problème, je vous laisse dans les mains de mon super collègue tel et c'est cette personne-là qui va gérer le recrutement. Voilà. Surtout, vous n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, mais voilà. Et ça pose aucun souci et on s'adore parce que c'est extrêmement clair. Et après, les process continuent, quoi. Cool. Et à l'inverse, ce sera ma dernière question pour ma part. C'est quoi le pire conseil que tu entends dans le recrutement, dans le sourcing? Le pire conseil que j'entends dans le sourcing, je crois que je les écoute pas en fait. Pour être très franc, je crois que j'écoute pas grand monde. En fait, j'écoute les conseils des gens où j'ai envie d'écouter des conseils. On parlait tout à l'heure des gens des. Moi, j'ai deux dieux techniques, hein. C'est Aaron Lins d'un côté et c'est Dave Gailey de l'autre, donc les deux américains. Un travaille avec Irina Shamaeva et l'autre Aaron Lynch est chez Thoughtworks parce que c'est des gens qui sont agréables. J'ai la chance de pouvoir, si j'ai la moindre question, pouvoir les pinguer directement sur Facebook et leur poser des questions. Je fais partie de plein de communautés, il y a plein d'autres gens que j'adore. J'ai la chance maintenant de travailler avec Guillaume Lotte où on peut parler de ce côté technique ensemble. J'ai plein d'autres gens sur l'autre partie d'engagement avec qui je peux. Donc ouais, j'ai peut-être cette chance-là j'écoute pas, quoi. Je fais ce que j'ai envie. En fait, le meilleur moyen de savoir de quoi va être fait le futur, c'est de l'inventer. Et j'ai cette chance-là d'être plutôt à l'avant des choses. Donc arrêtons de regarder j'écoute ce que font les autres avec le plus grand intérêt. C'est pas pour ça que je le ferai. You can be wrong, but you can never doubt. Donc peut-être que je suis complètement en train de me planter, hein, c'est possible. Mais j'ai absolument aucun doute. Pour l'instant, toute la data, tout le truc, tout me dit que je vais dans la bonne direction. Mais Laurent, qui était au premier Sourcing Summit, je crois, avec moi, en 2013, on était dans le noir. On était voilà, et on a avancé tous dans le noir. Les gens qui étaient là cette fois-là, et il y en a pas mal qui sont encore là 6 ans après, hein, beaucoup d'entre eux, on a avancé totalement dans le noir. On avait une machette, quoi. On était dans la jungle à la machette. Donc maintenant, regardez l'autoroute qu'on a construite derrière, c'est cool, mais nous on est toujours devant et on a toujours la machette et il n'y a rien qu'à changer pour nous, quoi. Et c'est quoi le truc que tu disais et que tu penses plus? Je vais te le dire, moi j'ai cru à la génération Y. Ça surprendra des gens qui nous écouteront, mais je disais à tout le monde c'est génial la génération Y, moi je m'y reconnais. Est-ce qu'il y a un truc que tu penses comme tu disais, often wrong, never doubt, ça veut quand même dire often wrong. Est-ce qu'il y a un truc dont tu te rappelles que tu dirais plus aujourd'hui? Ouais, ça, je sais pas. Oui, il y a pas mal de choses qui ont changé. Je pensais que le business model d'agence de recrutement pouvait, d'une manière ou d'une autre, exister dans un modèle hybride entre sourcing et externe et tout ça. Je ne le crois plus parce que je pense que la marque employeur est quelque chose qui est juste primordial et que si tu peux pas t'appuyer dessus, ça sert même pas la peine. C'est même pas la peine de démarrer. Donc tout le business model d'agence, moi j'ai shifté il y a déjà 3 ans et jusqu'à il y a encore très très peu, j'étais le seul en Europe francophone à faire ce que je fais et je le vois et ça marche, quoi. Donc moi je travaille donc je source direct et je travaille directement avec les recruteurs internes, mais je m'appuie sur la marque employeur de mon client. Donc je suis pas payé au succès, je suis pas en concurrence, je suis pas comme ça, je fais le sourcing exactement comme si j'étais en interne, mais pour mon client en externe. Ça c'est quand je travaille pour autre chose que Philippe Maurice, puisque Philippe Maurice j'ai une adresse email de la société, donc ça aide encore plus. C'est plus facile.
Oui, effectivement, Nicolas parlait de génération Y il y a quelques années, donc si on peut tous changer. Hem, 14 ans dans le recrutement, c'est long. Tu es passé de recruteur à gérer des recruteurs. Ouais, Ça, en fait, il y a pas grand monde qui le sait, mais tu avais une équipe ouais, jusqu'à 12. et tu as décidé de gentiment dire à ton équipe que tu ne voulais plus d'équipe. C'est ça. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui démarre dans le recrutement, justement, en disant, voilà, qu'est-ce qu'il devrait savoir, en fait? C'est quoi Le seul truc que je lui dirais, c'est oublie tous les schémas qui ont été établis, des progressions de carrière qu'il faut et tout ça. Qu'est-ce qui te rend heureux en fait? Pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui fait que. À quoi tu crois? À quoi tu. En fait, à- pourquoi? Pourquoi tu es en train de faire ça? Est-ce que tu es en train de suivre un modèle qui t'a été dicté ou est-ce que c'est réellement ce à quoi tu crois? Si c'est réellement ce à quoi tu crois, vas-y, fonce. Mais si tu crois pas, pourquoi tu es en train de refaire un schéma en fait? Pourquoi tu es en train de reproduire? Alors, ta question est extrêmement compliquée parce que pour se poser cette question-là quand on a 23 ans, je suis passé par là, j'en sais quelque chose, j'ai mis un certain nombre d'années avant de pouvoir me la poser. J'imagine que tu dois être en plein dedans, donc forcément, c'est pour ça qu'elle ressort. Et si tu devais donner des conseils plus concrets, en tout cas. Des conseils plus concrets, c'est vraiment, moi je suis vraiment sur le cœur du bonheur quoi. Est-ce que tu es heureux? Non mais attends, tout le monde se pose la même question là, parce que tu viens de dire que j'ai failli lui poser la question. Tu viens de dire il avait une équipe de 12 et qu'il a arrêté. Pourquoi? Pourquoi d'un coup, c'est contradictif. La plupart des gens au contraire, et moi je me retrouve beaucoup, non parce que tu m'as déjà raconté l'histoire, mais moi je me retrouve beaucoup dans ton histoire. Qu'est-ce qui fait que arrivé à 12, tu t'es dit, bah non, je vais retourner en indépendant et c'est mieux comme ça. Parce qu'à 12, j'étais plus un recruteur, j'étais plus un sourceur, j'étais un manager de business. Tu Euh, n'étais plus dans l'opérationnel, en gros, quoi. Au bout d'un moment, Ouais. j'arrivais plus, je pouvais plus tout faire. Ça passait du marketing à machin, enfin, tout, sauf du recrutement à l'arrivée. Tout parce que le truc que j'avais pas le temps de faire, c'était réellement m'occuper de mes clients, c'était réellement passer du temps avec mes candidats, je passais mon temps à, j'aime beaucoup coacher, mentorer, tout ça, mais que quelqu'un me reporte me pose souci parce que pourquoi est-ce que quelqu'un me reporterait? Oui, je me retrouvais plus du tout dedans et je me disais, je vais où en fait? Je vais où? Je suis dans un business où forcément les gens, au bout d'un moment, après quelques années, ont envie de passer en interne. En plus, ils passaient en interne, ils étaient pas mauvais, hein, donc ils passaient en interne plutôt chez mes clients. Donc en plus, ça partait chez les clients, donc on avait moins de clients, donc il fallait retrouver d'autres clients. On en retrouvait toujours parce que c'était cool, mais au bout d'un moment, pourquoi quoi? Est-ce que je suis là pour fournir le marché en sourceur, pour les monter en compétences pour qu'ensuite ils partent en interne? Pas vraiment. Euh, Pourquoi je me lève le matin quoi? Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça? Pourquoi est-ce que c'était toujours moi quand on a, enfin tu le connais ça, Laurent, quand on a sa boîte, c'est toi la variable d'ajustement. C'est-à-dire que quand ça va bien, c'est grâce à l'équipe, parce qu'il faut partager avec l'équipe. Et quand ça va mal, c'est ta faute. Et moi, si quelqu'un ne doit pas prendre de salaire, c'est toi. Enfin, c'est celui qui a monté la boîte qui tout ça, parce que les autres sont des employés, donc c'est normal qu'il l'ait. S'il y a un problème quelconque, s'il y a tout ça, et puis je passais mon temps à faire de la compta, quoi. Tout simplement, j'aime pas faire de la compta. Donc maintenant, je fais plus de compta. J'aime faire du sourcing et du recrutement. Voilà, c'est moi dans mon truc. La journée typique de Guillaume, encore une fois, je suis obligé de scinder parce que quand je suis on-site ou quand je suis pas, voilà. Quand je suis on-site, on commence par un stand-up meeting le matin où on regarde sur nos jolis petits tableaux avec des post-it où on en est au niveau de nos sprints parce qu'on travaille tout en agile, etc. Donc où sont les postes, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui avance pas, sur quelle recherche il faut lancer. On se lance tous. Quand tu dis stand-up meeting, c'est-à-dire que tout le monde est debout, vous discutez, vraiment en mode. C'est ça, on a des post-it avec chaque poste, quel est le sourceur qui est assigné, qui a un problème sur quoi, est-ce qu'il faut qu'on fasse un peu de pair sourcing sur un poste ou est-ce que ça avance suffisamment bien, qui a des problèmes, qui avance bien, qui a tout Et vous ça. le faites à combien? Combien de personnes? Pour l'instant on est 4, donc ça va grandir avec le temps, mais on est encore on est au début. Bah, on est passé de 1 à 4 en 3 mois, donc 4 mois, donc déjà c'est bien, hein. Donc ça avance. Ouais. Donc stand-up meeting. Stand-up meeting, après chacun sait exactement ce qu'il a à faire, c'est-à-dire les postes sur lesquels il a à travailler. Moi j'organise généralement mes journées par demi-journée, c'est-à-dire que je fais un poste sur une demi-journée où j'essaye. Toi-même, tu traites un Ah oui, poste. moi je traite des postes Donc tous toi, les tu jours. fais du Ah oui, oui, sourcing. mais moi j'aime ça. Voilà, je suis ce qu'on appelle niveau 3 chez nous, c'est-à-dire qu'on me donne les trucs voilà, un peu tordus. C'est Parce l'agence touriste. c'est ça, c'est exact. C'est la SWAT team, c'est le GIGN du sourcing. Moi j'arrive quand c'est bloqué. Donc je prends mes postes, je mets mes écouteurs parce que j'arrive pas à travailler dans un bureau quand il y a des gens autour et si je suis pas isolé et je me mets la tête dedans et je suis dans mon truc et je sais pourquoi je fais mes searches, dans quel sens je fais mes searches, j'avance, j'identifie, je fais valider et tout ça et l'après-midi je vais bouger sur un autre poste,
On va savoir où on en est. Puis après, c'est la vie d'une entreprise. Tu as toujours un meeting avec un hiring manager pour prendre un nouveau poste, un projet un peu transverse, des choses comme ça qui t'interrompent. Mais sinon, sinon alors, j'ai la chance de pouvoir vraiment faire du sourcing, quoi. Me vient une question, puisque tu es quand même assez avancé sur ce du sourcing, c'est-à-dire que tu continues à étudier, tu continues à travailler. Où est-ce que tu trouves le temps pour rester, comment dire en anglais, up to date, c'est-à-dire autant actualisé, de suivre ce qui se fait de plus avancé? Où tu trouves ce temps-là et comment tu t'organises pour faire cette veille? Alors, j'ai un smartphone où je suis sur tous les groupes Facebook qui vont bien, etc., où j'ai les infos qui rentrent assez facilement. Donc, j'absorbe les informations assez rapidement parce que je suis déjà connecté là où il faut. Après, j'ai les 2 autres jours, en fait, de ma semaine, parce que je passe 3 jours on-site, mais j'ai 2 autres jours. Et pendant ces 2 autres jours, autant je fais du sourcing pour des clients, mais je fais aussi des formations. Je bosse avec des boîtes pour faire leur stratégie de recrutement. Je fais pas mal de choses en parallèle, vraiment sur comment essayer de faire avancer d'autres boîtes pour pour leur montrer le modèle et des fois ouvrir un peu les yeux. Et ça fait juste que je mets tout le temps à jour tout mon contenu, donc je suis à jour à peu près de tout ce qui se passe. Et il y a un autre truc, c'est que clairement, je travaille 3 jours par semaine dans le même bureau que Guillaume, un lot, et qui lui a aussi des alertes de partout. Et dès qu'il y a un truc qui sort, c'est hey, t'as vu ça? Parce qu'on adore ça, quoi. On est juste 2 gosses, je pense. Alors, on est très bizarre, hein, on l'assume, je pense. Ouais, c'est ah, t'as vu ce machin, c'est génial et tout. Et il y a que nous que ça enthousiasme de dire tiens, regarde cette URL, si tu rajoutes l'email directement dans l'URL, poum, tu retombes directement sur LinkedIn et tout ça. Tous les autres vont se poser la question mais pourquoi? Mais nous, on a déjà compris à quoi ça pouvait servir et on est en train de se dire ouais, mais peut-être qu'on pourrait directement l'intégrer, l'automatiser dans un bookmarklet. Et en 20 secondes, on est déjà parti dans nos délires. Et ça, c'est un ping-pong, quoi. C'est un vrai bonheur. C'est. Du coup, c'est quoi ton outil préféré alors? Pour faire une transition, puisque tu nous parles d'outils, vous avez des alertes, etc. Mon outil préféré, encore une fois, je pense que faut être. Il y avait Andrei de chez Facebook qui disait qu'il fallait être agnostique en termes de technologie, et je pense que c'est ça. Faudrait pas m'enlever Internet, je serais mal. Là, par contre, ça poserait problème. Franchement, Tu reprendrais les scénarios, hein? ouais, éventuellement, ouais, ouais, je pense que je ferai autre chose, surtout de ma vie. Mais oui, non, tout est remplaçable, tout ça. En fait, on voit tellement d'outils qui arrivent, qui étaient super dans le passé et qui servent plus à rien et qui changent. C'est comme un développeur, quoi. Si tu lui disais qu'est-ce que tu peux faire, maintenant on a tous ce qu'on appelle une tech stack, c'est-à-dire qu'on utilise 5, 6, 10 outils en parallèle et il y en a 2, 3 qui rentrent. Moi, je vais être clair, vu les posts que je fais, la vitesse à laquelle je dois les faire, ce que je dois faire, LinkedIn Recruiter me fait gagner énormément de temps, quoi. C'est ce que j'allais dire, hein, la dernière fois qu'on en avait discuté, tu m'avais vraiment dit, s'il y a un seul outil que je devais nommer aujourd'hui, effectivement, ce serait plutôt LinkedIn et LinkedIn Ben, Recruiter. en fait, tu mets LinkedIn Recruiter, tu mets un scraper style data miner dans les mains, déjà je te prends ton LinkedIn et je vais le booster un peu, quoi. C'est le workshop que je faisais aujourd'hui, c'était comment pousser LinkedIn Recruiter à l'autre niveau. C'est parce que LinkedIn a quand même 546 millions de profils, hein, faut pas l'oublier, c'est pas une petite paille, et on est nickel en termes de GDPR, donc on peut y aller comme on veut. Donc je peux retrouver des noms, scraper, convertir directement dans LinkedIn Recruiter et voir qui tombe et arriver comme un cheveu sur la soupe en disant hey, vous savez que je sais que vous faites partie de tel meet-up que machin, que vous suivez un tel, et les gens disent oh, mais vous avez fait tellement de recherches. Oui, presque. Et tout ça d'une manière très personnalisée et nickel et impeccable et au compte-goutte. Mais oui, je pousse LinkedIn Recruiter loin, donc si tu mets un Google Chrome, un data miner ou n'importe quel autre scraper et LinkedIn Recruiter, déjà on commence à faire des choses sympathiques. Tu n'utilises plus beaucoup de job board, non? Toi c'est vraiment, on va dire, tu as tes extensions Chrome, tu as ton LinkedIn Recruiter, deux, trois outils qu'on voit circuler. J'ai zéro job board. Ouais. Si Indeed CV, j'utilise parce que C'est payant en Suisse? non, ça n'existe pas en Suisse. Il est pas sorti encore. Ah. Ils l'ont pas. Ça fait 4 ans et demi qu'ils récupèrent du CV. S'ils nous entendent, s'il vous plaît, lâchez-le. 4 ans et demi qu'ils récupèrent de la data et ils n'en ont toujours pas sorti. Donc on espère que ça va arriver un jour, hein. C'est la Suisse, donc voilà, pas le feu au lac. Je les ai vus la semaine dernière et j'arrête pas de les pousser. J'étais à un salon RH la semaine dernière et je les ai encore poussés pour qu'ils le fassent. Donc s'il vous plaît, sortez-le. Mais non, sinon les postes que je recrute sont partout dans le. Enfin, je peux prendre des gens du monde entier. Donc je vais pas prendre des CV Tech françaises. Ça me servira à rien. J'ai pas vraiment besoin de français. Sinon, il faudrait que je commence à avoir un nombre de CV Tech gigantesque. Non, je préfère avoir des Google Custom Search Engine qui vont gratouiller un peu de partout et des choses comme ça qu'on fabrique. Le retour sur investissement serait pas bon. Par rapport au prix que coûte une CV Tech et l'ultra pick and choose que je fais vu les typologies de postes que je cherche qui sont que des trucs bizarres. Moi, je cherche que des mecs où il n'y en a pas beaucoup, hein.
Exactement. Moi, très clairement, tu me demandes un comptable à Genève, je suis mal. Parce que je vais t'en ressortir 635 et que je ne saurais pas lequel choisir, quoi. Et que j'ai pas envie d'en parler à 635. Parce que pour moi, un comptable, enfin voilà, il y a plein de comptables. Donc oui, là, il faut poster une annonce et ça suffira. Pourquoi est-ce qu'on va aller me chercher? Ne venez pas me chercher pour ça. Pour terminer, Oui. si tu dois conseiller une lecture, bouquin ou même un blog ou ce que tu veux, une lecture à un recruteur, tu lui conseillerais quoi? Les blogs de base, Boolean Black Belt, sourcecode.com. S'ils parlent en français, Linkhumans, bien évidemment, il y a quand même des trucs, il y a plutôt des trucs sympas, ou en tout cas qui ouvrent l'esprit. Il y en a d'autres. Des lectures, toujours à avoir un full stack recruteur sous le coude, mais maintenant, il est très bien, hein, mais c'est la compilation de tout ce qui se passe sur les groupes. À l'arrivée, moi, j'ai pas appris de technique avec ce bouquin-là, c'est juste que c'est tout compilé au même endroit, donc c'est pratique. Mais sinon, c'est tout ce qui se passe est en ligne, directement sur des blogs. Après, pour s'ouvrir l'esprit, je crois qu'en français, c'est L'art subtil de s'en foutre. Beaucoup aimé. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Start with Why, Simon Sinek. Là, en ce moment, je suis dans Good to Great. Start with Why, la vidéo, mais il y a le bouquin qui va avec. Mais la vidéo Start with Why, elle est primordiale. C'est un TED Talk de 28 minutes si vous l'avez pas regardé une fois dans votre vie. Enfin, voilà, c'est la base. Et il y a plein de bouquins. Je suis beaucoup dans les bouquins. Je pense que tout le monde l'a compris sur le bien-être, le machin. Donc tous les bouquins de self-development, j'ai le nez dedans pour savoir c'est quoi, pourquoi. Good to Great en ce moment. Je suis dans Good to Great. Je suis un peu en retard, mais je suis Good to Great. Si j'ai lu le bouquin de Dean D'Acosta là qu'il a sorti. De Recruiting Book de Dean D'Acosta a sorti un bouquin qui est téléchargeable sur Amazon pour genre $5, entre $3, enfin pas cher. Ça se lit vite aussi. Très américano-centré, donc pas forcément nécessaire, mais une grosse liste d'outils. Mais ouais, en ce moment, Good to Great. Ouais. Donc là, c'est le bouquin qui est dans ma chambre d'hôtel. Là. Cool, merci à Avec toi. Si on doit, pareil, on imagine que des gens nous écoutent. Oui. Pour te retrouver, ils font comment? LinkedIn, je pense que c'est la base. Enfin, c'est le plus simple. De toute façon, j'ai le nez dedans, donc allez-y, c'est le plus clair. Après, normalement, j'ai bien travaillé mon SEO, suffisamment bien, pour que si on me cherche, on me trouve. Donc, si vous tapez Guillaume Alexandre sourcing dans Google, ou si vous allez sur LinkedIn et que vous faites une recherche même avec sourcing et suisse, normalement, première page, c'est Bibi. Donc, tout a été fait pour, en tout cas. Donc, je suis pas difficile à trouver et il y a mes coordonnées directement sur LinkedIn et ailleurs, donc je suis facile à trouver. Super, merci à toi. Avec plaisir. Bonne soirée. Un grand merci d'avoir écouté le podcast de l'école de recrutement. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires, vos retours et surtout à nous mettre une note, qu'elle soit d'ailleurs positive ou négative. Mais moi, je suis et on est toujours intéressé par vos retours sur le contenu qu'on produit. Je vous dis encore à bientôt et rendez-vous la semaine prochaine.